Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Radio Circulab et de Conversation. Je suis aujourd'hui avec Marc Violo. Salut Marc. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de t'avoir. On est à distance, dans la mesure où nous sommes tous deux en ce moment à deux coins différents de la France. Et toi, habituellement, tu es basé à Londres. J'espère donc que le son et la qualité de ce podcast seront au rendez-vous pour les personnes qui nous écoutent. Je suis très contente de t'entendre, de converser avec toi ce matin, parce que ça fait longtemps qu'on avait planifié ce podcast et aussi parce que ça fait un moment maintenant qu'on se suit et qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a quelques années à une conférence pour l'IESEG, qui est une école de commerce dont tu es alumni, si je me rappelle bien. Et on était venus tous les deux partager notre expérience. Toi, tu étais à l'époque directeur marketing pour TerraCycle Loop, particulièrement donc sur le réemploi, projet Loop pour la distribution alimentaire. Et donc déjà à l'époque, j'aurais pu t'interviewer parce qu'il y avait déjà pas mal de choses à raconter sur ce projet, mais il s'avère que depuis, tu as quand même changé de voie. Tu travailles sur quelque chose qui n'a rien à voir, c'est-à-dire le monde des champignons, même si évidemment il y a des points communs, c'est l'économie circulaire et l'innovation, mais on y reviendra. Tu as créé il y a 1 an et demi Myco Stories, c'est bien ça? C'est bien ça. Très bon résumé. Et donc, est-ce que tu pourrais, avant qu'on en vienne à parler plus précisément du monde fongique, te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur Myco Stories? Avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé donc après l'IESEG, j'ai fait un grand périple en Asie pendant plus de 10 ans où j'ai travaillé dans les grosses boîtes de technologie chinoises, notamment Tencent, et après dans des boîtes de communication, notamment Ogilvy. Et j'ai toujours bossé sur des sujets un peu innovation. Et j'ai eu l'opportunité de faire un premier revirement de carrière il y a de ça 8 ans, qui m'a poussé à faire un programme assez intéressant qui s'appelle On Purpose, qui est un programme de leadership sur des sujets liés à l'économie sociale et solidaire, et qui a lieu à Paris, à Berlin et à Londres, où je suis basé. Et en fait, c'est vraiment grâce à ce programme que j'ai commencé à découvrir le concept de l'économie circulaire, du biomimétisme, de tous les enjeux que le monde commercial et industriel faisait face. Et c'est après ce programme qui t'apprend aussi à devenir un consultant, puisque c'est un programme qui a été lancé par un ex-partenaire de chez McKinsey, que je me suis mis à mon compte en consultant indépendant pour essayer d'allier en fait toutes les compétences que j'avais acquis dans un domaine d'innovation et commercial sur des sujets liés à la transformation d'une entreprise vers des modèles un petit peu plus durables, un petit peu plus responsables. Et donc, ça m'a amené à travailler avec plein de boîtes et sur plein de projets très intéressants, notamment donc la mise en place d'un système de réemploi mondial qui s'appelait Loop pour une entreprise américaine qui s'appelle TerraCycle. Et Loop travaillait en France notamment avec des grands acteurs de l'agroalimentaire, Carrefour, Monoprix aujourd'hui, et toutes les plus grosses boîtes productrices des produits qu'on consomme tous les jours. Et donc, en fait, je me suis toujours intéressé à comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes de société, qui soient économiques et sociétaux, en s'inspirant soit de nouveaux outils technologiques qui sont à notre disposition, et plus récemment, en fait, des outils biotechnologiques qui, grâce à la science et au progrès de la science au cours des 20 dernières années, peuvent réellement apporter des solutions très innovantes et beaucoup plus durables, puisque circulaires par nature. Et donc, c'est un peu de ce constat qu'est né Myco Stories, qui est une boîte de conseil, mais
au sens plus large, en fait, une plateforme mondiale pour supporter l'innovation, pour soutenir l'innovation et la conservation de tout l'univers fongique, c'est-à-dire de tout ce qui se fait avec les champignons, autant dans les domaines traditionnels de l'alimentaire, de production de champignons, mais aussi sur toutes les nouvelles innovations qui sortent de ce domaine. Donc là, on est plus sur les biotechnologies et ça peut être sur la création de nouveaux biomatériaux, sur la création de solutions d'alternatives à la protéine animale via de la protéine dit mycoprotéine, protéine liée à la production des champignons, et aussi dans le domaine de la santé et dans le domaine de toute l'écologie des sols, l'agriculture. Et donc, il y a plein d'innovations absolument fascinantes qui ont besoin d'un maximum de soutien puisqu'on est vraiment sur une niche d'innovation assez récente. Et donc, comme un nouveau-né a besoin de beaucoup d'attention et pour pouvoir se développer et répondre aux challenges auxquels elle peut faire face. Et ces fameux challenges auxquels elle peut faire face, lesquels sont-ils? Alors, on est dans un contexte qui soit géopolitique ou économique qui est assez complexe. Et donc, pour beaucoup de startups, surtout des startups qu'on va appeler deep tech ou des startups dans lesquelles il y a une production, une nécessité d'avoir une mise en place d'usines ou d'un outil de production, et on n'est pas sur des solutions SaaS ou software. Un investissement matériel important, quoi. Exactement. Et donc, malheureusement, les investisseurs ont tendance à se fermer un peu à des innovations qui sont plus risquées, demandent plus de financement et des rentabilités, des retours sur investissement qui vont pas se faire au bout de 3 ans, au mieux au bout de 5 ans peut-être. Et sur voilà, encore une fois, une nouvelle niche d'innovation donc qui n'est pas forcément prouvée. Il y a peu de grands succès commerciaux sur l'innovation dans le monde des champignons, de l'exploration de certaines de ces espèces, puisque c'est un monde voilà qui est encore très peu connu par rapport à l'importance incroyable qu'elle a eue sur l'évolution de nos écosystèmes depuis le premier jour, depuis le commencement. Donc, ce que tu expliques, c'est qu'on y reviendra, mais il y a un écosystème de startups, d'innovation, d'entrepreneurs qui commencent à se développer de plus en plus en lien avec du coup le monde du champignon, nouveaux matériaux, nouveaux procédés, nouveaux systèmes. On reviendra dessus et qui ont des difficultés de financement notamment parce que la rentabilité est à plus moyen terme que les technologies habituelles. Et là, ce que tu commences aussi à évoquer, ou en tout cas on commence à y toucher du doigt, c'est tous les bienfaits de ces fameuses innovations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi le choix, donc déjà des champignons, toi, dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a tourné vers ça? Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu pour les novices, dont moi, comprendre c'est quoi les super pouvoirs de ces organismes. Et j'imagine que les deux réponses seront peut-être liées. Alors moi, c'est parti d'une lecture d'un livre qui s'appelle Entangled Life de Merlin Sheldrake. Et ce livre, en fait, m'a ouvert les yeux sur un monde du vivant que je ne connaissais absolument pas. Et m'a ouvert les yeux, en fait, sur l'importance incroyable que les champignons ont sur l'apparition de nos écosystèmes et la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui sur notre planète. Puisque les champignons, ils sont beaucoup plus vieux que les animaux, les plantes et bien sûr nous les humains, puisque les premiers sont apparus il y a à peu près 2,4 milliards d'années. Et c'est grâce à la symbiose entre des champignons aquatiques et des algues qu'on a réussi à avoir des premiers le règne du vivant, le règne des plantes qui a pu tranquillement commencer en fait à
à accéder à tous les nutriments qui étaient stockés dans des roches dures. On avait une terre à l'époque, là on parle de 600 millions avant notre ère, qui était recouverte de magma, qui était très immensément riche en dioxyde de carbone. Et donc c'est grâce aux champignons que les organismes, les petits organismes vivants, c'était des mousses à l'époque, ont réussi à survivre grâce à cette symbiose. Donc déjà, pourquoi le choix des champignons? Parce que depuis le début, ce sont nos meilleurs amis pour résister à le changement climatique. Là, on parle d'un très vieux changement climatique. Et en fait, depuis, grâce à des réseaux omniprésents et extrêmement complexes qu'on appelle le mycélium, l'équivalent des racines des champignons chez les plantes, ils assurent l'hydratation, l'exploration et l'enrichissement en minéraux, notamment le phosphore, le potassium, l'azote aussi, de près de 80% des plantes de notre planète. C'est-à-dire que si on enlève les champignons mycorhiziens, on a 80% des plantes en moins sur notre planète. Ça, c'est quand même absolument incroyable. Et cette symbiose, en fait, elle est le fruit d'un échange entre donc ces sels minéraux, cette eau, et la photosynthèse, puisque les champignons, qui sont un règne du vivant complètement distinct des plantes et des animaux, ne peuvent pas faire de photosynthèse et donc ont besoin des plantes pour beaucoup d'entre eux en tout cas, pour récupérer les sucres nécessaires pour leur croissance. En fait, le dernier point qui est encore une fois une merveilleuse, un merveilleux symbole de l'importance des champignons dans l'économie circulaire, et on pourra parler de biomimétisme un petit peu après, c'est que les champignons, ce sont les recycleurs de nos écosystèmes. Ils passent leur temps à décomposer de la matière organique. On a entendu récemment encore, on a découvert une huitième espèce de champignon qui est capable de dégrader du plastique qu'on a trouvé dans nos océans. Il dégrade tout, il s'adapte, et en dégradant, il recycle et il crée des nutriments. Il crée de la sédimentation sur les roches. Et tout ça, ça enrichit les sols, ça enrichit les cours d'eau et ça fournit une nouvelle source de nutrition pour tous les écosystèmes terrestres et marins. Donc, en fait, moi, j'ai découvert tout ça et j'ai trouvé ça absolument dingue qu'on ne m'ait jamais appris en cours de bio que les champignons avaient ce rôle crucial dans l'évolution de nos écosystèmes et qu'ils étaient extrêmement peu connus. Et qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 5 millions d'espèces de champignons contre seulement 400 000 de plantes, alors que le royaume des plantes est bien mieux connu, beaucoup plus étudié, beaucoup plus médiatisé. Et donc, pour moi, il y avait tellement de signaux forts dans toute la littérature que je lisais, et j'ai commencé après à parler avec beaucoup d'entrepreneurs, avec quelques chercheurs, et ça renforçait vraiment mon idée qu'on avait beaucoup à apprendre de ce règne organique sur lequel on connaît très peu, et que dans une société où en effet plus on va travailler avec le vivant, plus on va produire des choses qui vont être réintégrables beaucoup plus facilement dans nos écosystèmes en fin de vie, plus ça a du sens en fait. Ouais. Et donc voilà. Une lecture qui a complètement changé, je sais pas si je sais pas si ta manière de voir les choses, mais à minima ta manière de considérer les champignons. Il y a un monde qui s'est ouvert pour toi, ce monde du coup des champignons, et donc tu as souhaité participer à documenter les super pouvoirs de ces organismes, et en fait, plutôt que aller rédiger ou participer à écrire des livres de bio ou écrire des programmes scolaires de bio sur ce sujet, toi, tu t'es plutôt penché du côté de l'utilisation et de l'application des propriétés, des fonctions mycosiennes
enfin en lien avec l'innovation et faire le lien avec l'économie, parce que si je me trompe pas, le début de MyCoStories a consisté à documenter un petit peu à l'instar de ce qu'a pu faire le Low Tech Lab avec toutes les technologies low tech que Corentin et ses collègues avaient trouvées partout dans le monde. Toi, tu as renseigné toutes les applications, innovation, etc., à partir de champignons dans une espèce de site. Je sais plus si c'était un compte Insta ou en tout cas, tu as voulu documenter ça. C'est parti de là, MyCoStories. C'est ça. On a, en fait, au début, je ne savais pas trop quoi faire de tout ce contenu, des conversations que j'avais avec ces entrepreneurs qui me partageaient tous aussi des problèmes assez similaires, qui évoluaient chacun dans leur propre silo, qui soit régional ou qui soit d'industrie et de secteur d'activité. Et mon background d'innovation et de réflexion problème-solution m'a juste poussé à vraiment m'orienter sur OK, quelles sont les applications concrètes, qui sont les personnes qui travaillent dessus et qui peut bénéficier de tout, voilà, de tout ce dur labeur de recherche et d'entrepreneuriat. Ouais. Et donc je me suis dit, comme je savais pas encore trop quoi faire là-dedans, que j'allais lancer une plateforme sur des réseaux sociaux qui allait diffuser ce contenu avec une vision qui soit que plus il y a de personnes qui sont au courant, plus ça peut bénéficier à l'écosystème au sens large, plus de ressources, plus de gens qui s'y intéressent, plus de compréhension aussi, puisque la majorité des fois que je raconte l'histoire de MyCoStories et de tous les partenaires qu'on représente, les gens me regardent souvent avec des gros yeux. Et donc, il y a un gros travail d'éducation à faire au niveau des gens qui vont, par exemple, travailler sur des questions de régulation, si on parle du monde des matériaux, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour que des matériaux issus de la cultivation du mycélium sur différents substrats, ça va être accepté plus rapidement dans des normes utilisées dans le secteur de la construction. Pour ça, il faut des gens éduqués. Et donc, le but, c'était au début vraiment de diffuser, de représenter tous les acteurs de ce secteur d'innovation. Et rapidement après, j'ai vu tout l'intérêt porté à la plateforme. Et au fur et à mesure des conversations que j'avais avec des fondateurs, j'avais des problèmes réguliers qui revenaient, qui étaient accès à des financements, trouver des personnes avec les degrés d'expertise nécessaires pour essayer de passer d'une innovation laboratoire à un système de production industrialisé à échelle qui va pouvoir réduire tous les coûts et rendre le modèle viable, quoi. Exactement. Qui va pouvoir faire en sorte que toute la recherche, puisqu'il y a énormément de recherche, j'ai documenté plus de 100 universités qui font actuellement de la recherche sur les champignons dans plein de secteurs d'activité. Mais la recherche, très souvent, elle est échangée entre chercheurs. Elle va pas toujours aller partager, quoi. Exactement jusqu'aux oreilles et aux yeux des personnes qui peuvent aussi en bénéficier. Donc, l'idée derrière MyCoStories, maintenant, c'est réellement de pouvoir continuer à être un peu le diffuseur de tout ce qui se fait dans le monde de l'innovation et de la conservation. On pourra parler de conservation, c'est important, dans le monde du champignon, mais aller au-delà via une activité de conseil qui va aider les entrepreneurs sur les challenges les plus pressants qui sont généralement levée de fonds, articuler un message scientifique de manière simple et recruter de bonnes personnes, aider les investisseurs à faire les bons choix, aider les acteurs de l'industrie à réimaginer quel rôle les champignons peuvent avoir dans leur révolution verte, et aider les universités, les centres de recherche à médiatiser et se connecter davantage dans ce secteur. Donc réellement,
je crois de manière très forte à l'intérêt de partenariat au travers de plusieurs secteurs d'activité afin d'accélérer l'innovation et de garantir qu'on ait quelques succès commerciaux très rapidement. Il y en a quelques-uns. Ouais. Est-ce que avant de venir au succès commerciaux, enfin ça peut être intéressant, je pense que tu présentes quel projet fonctionne mieux que d'autres, mais peut-être avant ça nous expliquer les applications précises. Tu as commencé à en donner quelques-unes. Je sais que sur MyCoStories, tu as notamment 4 secteurs, sphères. Enfin, il y a tout ce qui est donc food, materials, soil et earth. C'est comme ça que tu les appelles sur le site. Quelles sont les applications précises? Et est-ce que tu as quelques exemples de projets? Je pense que pour remettre toutes ces innovations dans leur contexte, l'histoire des champignons, c'est vraiment une histoire de survie par l'adaptation. Et ils l'ont très bien fait par leur diversité. J'ai dit qu'il y en a 5 millions, on en connaît à peine 150 000. Ils ont un catalogue d'enzymes et une capacité en fait à s'adapter en allant piochant les bons enzymes dans leur librairie et une capacité à se régénérer en fait, puisque pour recréer un champignon, tu n'as besoin que d'une cellule de champignon que tu vas placer dans une solution de glucose pour recréer le même champignon. Et donc ça c'est un peu les super pouvoirs des champignons. Et en fait, on les exploite dans presque tous les secteurs d'activité. On peut commencer par exemple sur ce que j'aime bien appeler l'écologie des sols. Donc ça veut dire tout ce qui est agriculture, mais aussi gestion de forêt, captation de carbone. Et donc là, typiquement, on retrouve des solutions qui ont le vent en poupe. C'est ce qu'on appelle la mycorémédiation. Utiliser leur capacité en fait de décomposition des polluants et de contaminants dans le sol ou dans l'eau, pour qu'ils aident à nettoyer. Ça a été utilisé dans le golfe du Mexique, par exemple, sur des marées noires. C'est utilisé. Il y a une boîte française qui s'appelle IFEN qui fait ça sur des sols après des sites de construction qui ont été dégradés. Et donc là, c'est quoi? Des entreprises, une entreprise américaine notamment qui s'appelle Funga, qui utilise le mycélium pour aller stocker du carbone dans le sol. Le mycélium est riche en glomaline, en fait, qui est une molécule qui stocke particulièrement bien le carbone dans le sol. Et l'avantage, c'est que en faisant ça, on met plus de mycélium dans le sol, et le mycélium, il va aussi aider à enrichir la structure du sol. Donc, on va éviter de l'évaporation d'eau, et il va aller connecter tout un écosystème de plantes et d'arbres. Donc, il va fortifier en fait tout l'écosystème. Donc, non seulement on séquestre plus de carbone, mais on enrichit tout l'écosystème du sol. Et dans les sols, on peut parler aussi de probiotiques pour les plantes. Il y a une super boîte bretonne qui s'appelle Gaiago qui bosse là-dessus. Et il y a des nouvelles solutions aussi sur la production d'énergie renouvelable via la production de biocarburants qui sont parfois issus de décomposition de déchets alimentaires transformés en biocarburants, donc qui ont aussi le potentiel de générer de l'électricité. Il n'y a pas encore d'entreprises qui font ça, mais ça c'est dans le monde de l'innovation des sols. J'ai parlé un peu de l'industrie alimentaire. Celle-là, c'est celle qui lève le plus d'argent en ce moment, surtout via des entreprises qui créent des sources de protéines alternatives. On a aussi des ingrédients dérivés grâce à des champignons. Donc ici, on va utiliser en fait les enzymes de certains champignons pour améliorer la saveur, pour améliorer la texture, pour augmenter
les durées de conservation de certains aliments. D'accord. Et d'un point de vue, enfin là en plus, ce qui est intéressant, un petit peu comme les algues, j'imagine, c'est à la fois leur propriété là, comme tu dis, de ce que ça va apporter à ta nourriture, mais aussi dans leur culture. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que c'est Absolument. pas, voilà, c'est pas Donc là, uniquement intéressant dans l'assiette, quoi. Si on parle de comparatif protéines animales par rapport aux mycoprotéines, on est généralement toutes les études sont à 90% en moins d'utilisation d'énergie et d'émissions de CO2 et 90% de moins en termes d'utilisation d'eau. Donc il y a juste pas photo. Et en fait, les mycoprotéines, bien différentes aux protéines et aux produits type vegan qu'on va retrouver avec des produits assez complexes issus de plantes. En fait, on est sur des produits avec des caractéristiques assez simples, donc pas besoin de beaucoup d'additifs, et qui vont où on va retrouver par exemple tous les acides aminés qu'on retrouve dans la viande rouge, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des caractéristiques propres aux champignons qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ok. Et ensuite, tu as aussi, donc là, tu as parlé de tout ce qui est les sols, l'alimentation. Il y a les matériaux, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup, enfin que disons en tout cas nous dans nos métiers, on voit beaucoup. Ce sont évidemment les packaging à partir de champignons. Je me rappelle à Rotterdam, il y avait une jeune entreprise qu'on était allé voir avec mes étudiants de l'ESSEC. Et cette entreprise partageait la difficulté qu'ils avaient à concevoir en termes de R&D ce packaging, parce que vu que c'est des organismes vivants, le packaging, à moins d'être stabilisé, continuait à se développer. Et donc, dès qu'il y avait un contact avec du végétal ou un autre organisme vivant, il continuait à se développer. Donc, c'était assez compliqué. Mais en tout cas, il y a ça en termes sur les matériaux alternatifs. Enfin, voilà, quels autres exemples, toi, t'aurais Ouais, ben c'est un super point que tu mets en avant, puisque en effet, on n'est pas sur des matériaux synthétiques, et donc c'est tout un nouveau challenge logistique et d'ingénierie pour essayer de passer à l'échelle en fait la production et la gestion de milliers de mètres carrés, par exemple, de cuir fait à base de mycélium, puisque c'est une autre des innovations, et d'ailleurs qui a aussi beaucoup de succès aux États-Unis avec une entreprise qui s'appelle Myco Works, MYCO Works, qui a lancé, on va dire, la première usine qui doit faire à peu près 40 000 mètres carrés avec 350 emplois à temps plein pour produire du cuir à base de champignons. Et donc eux en fait ont réussi à déjà automatiser un petit peu le process, mais aussi à en fait limiter toutes les raisons pour lesquelles cette production de matière organique pourrait échouer. Et eux, ils ont comme clients essentiellement des marques de luxe pour l'instant. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, sur le bon côté, c'est-à-dire qu'ils ont un produit de très haute qualité et d'une qualité d'un standard régulier. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. La deuxième, c'est s'ils vendent de luxe, c'est qu'ils sont sur un produit à haute valeur ajoutée. Et donc, ce qu'on attend de voir, et on le verra, j'en suis sûr, j'ai travaillé avec une entreprise indonésienne qui développe le même produit, mais pour le coup, elle vise des marques qui sont beaucoup plus mainstream. Et donc, encore une fois, on parle d'alternatives au cuir. On est sur des systèmes de production qui sont beaucoup moins énergivores et qui permettent d'éviter des dynamiques de cruauté envers les animaux, et donc qui s'inscrivent aussi dans un modèle économique plus durable.
Dans ces cas-là, est-ce que on peut tout faire avec le champignon ou est-ce qu'il y a quand même des limites? C'est-à-dire là, tu évoques, tu vois, le cuir dans le milieu du luxe. Est-ce que dans cette substitution de matières synthétiques, de certains systèmes par les organismes, est-ce que tout est possible? Est-ce qu'on a intérêt quand même à limiter? Est-ce que à une certaine échelle, on revient sur des écueils un peu similaires et semblables à ce qu'on pourrait avoir dans notre économie linéaire aujourd'hui? Enfin, c'est un peu la question là en t'écoutant, quoi. Pour l'instant, on est, comme je l'ai dit, dans les premiers pas de l'innovation fongique. Ouais. Elle a peut-être une quinzaine d'années au rythme à laquelle on va. Après, dans le monde de dans le monde pharmaceutique, c'est utilisé depuis plus d'un siècle. La pénicilline découverte par Alexandre Fleming dans les années 20, même légèrement avant. Ça a été une première révolution. Après, ça a été un peu mis de côté, entre guillemets, au XXe siècle, et c'est vraiment en train d'accélérer au XXIe siècle. Et je pense que c'est le résultat de capacités technologiques qui font que cette recherche est plus accessible, coûte moins cher. Et donc, je pense que aujourd'hui, vu la quantité de problèmes et la complexité des problèmes qu'on a à résoudre, je pense qu'il faut pas se mettre des limites et qu'il faut continuer à explorer tout ce que les champignons peuvent nous apporter en termes de solutions dans différents secteurs d'activité. Et en fait, la sélection, elle se fera naturellement avec le temps, avec des acteurs qui arriveront à se différencier et à se démarquer des autres de par leur innovation, de par leur capacité à arriver à des niveaux de production industrielle qui réduisent les coûts à l'achat et la compétitivité de ces produits, puisque c'est toujours un peu le problème, surtout dans le domaine des matériaux, notamment des solutions d'emballage alternatives à base de champignons. Même si on a, encore une fois, on a des acteurs, on a un acteur Magical Mushroom qui vient d'Angleterre, qui aujourd'hui a 4 usines, qui produit donc à moyenne échelle, on va dire, du packaging et des produits à base de substrat plus mycélium, donc biodégradable entre 30 et 45 jours, et avec des capacités d'isolation fortes, de protection par rapport à des hauts de chaleur ou même du feu qui sont bien au-delà de celles du plastique et qui sont aussi légères que du polystyrène. Donc on a quand même des caractéristiques qui sont très positives dans le domaine des matériaux. Après, on travaille sur une économie du matériau qui a été optimisée au cours des 75 dernières années par des centaines de milliers d'ingénieurs. On est vraiment on est sur le tout début de quelque chose. Donc je pense que malheureusement les investisseurs sont rarement connus pour leur patience, mais il faut un peu de patience. Il faut une diversité d'investisseurs. C'est pour ça que il y a des partenariats très intéressants qui sont développés entre des jeunes startups et des acteurs de l'industrie. Je pense notamment à Enough Foods, qui est une entreprise qui développe des mycoprotéines, qui a créé un partenariat avec Cargill, et qui est là, on est au-delà du stade de l'incubation. On est vraiment sur une boîte qui a déjà levé plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais qui travaille main dans la main avec un acteur qui a, grâce à son passé industriel, la capacité d'accélérer ces volumes de production et d'avoir toute l'expertise nécessaire pour passer du lab à une production à échelle. Ok. Et pour revenir, donc, t'as beaucoup mentionné le manque de financement aujourd'hui pour le développement de ces innovations-là, qui par ailleurs existent depuis, enfin, tu t'évoquais une quinzaine d'années. T'as évoqué aussi le manque de connaissances et d'expertise pour pouvoir passer à échelle
les choses en labo et que ça devienne des solutions industrielles qui font partie de notre économie et de notre quotidien. Ma troisième question, c'est sur les freins. Est-ce que tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure? Est-ce que tu as ressenti aussi là de tout ce que tu as documenté, de ces échanges que tu as eus avec les instituts de recherche, les investisseurs et les entrepreneurs d'autre part? Est-ce qu'il y aurait pas un frein culturel vis-à-vis des clients, que ce soit des clients particuliers, mais aussi des clients entreprises, dans le B2B notamment, sur la manière de voir le champignon, enfin et voilà le comment dire la qualité qu'on y trouve. Enfin ouais, est-ce qu'il y a pas un frein culturel notamment en France, mais toi qui as fait le tour du monde, dans d'autres régions, je sais que on avait échangé avec une membre de notre communauté qui était basée à Hong Kong et qui m'évoquait la difficulté qu'elle avait à promouvoir des démarches comme par exemple les démarches de compostage ou des choses comme ça, parce que cette notion d'organisme vivant qui continue à grandir, à grossir, à se développer était pas très il était pas forcément très, je dirais pas mal vu, mais en tout cas elle était pas très appréciée de ses interlocutrices et interlocuteurs localement. Donc voilà, est-ce qu'il y a ce frein culturel, est-ce qu'il est le même partout ou est-ce que il y en a pas et c'est une image que j'ai qui est fausse? Non, en vrai, je pense que là il y a deux audiences différentes qui vont réagir différentes quand on va leur parler de champignons, et on peut en parler distinctement. Les premiers, c'est les consommateurs, les deuxièmes, c'est les acteurs de l'industrie. Donc, si on parle des consommateurs, dans tout le domaine de l'alimentaire, il y a clairement des régions du monde dans lesquelles le champignon fait partie ou pas des produits de consommation quotidienne. Donc, on va en Asie. La Chine produit 92% de tous les champignons comestibles consommés aujourd'hui dans le monde, et en consomme peut-être 90%. Donc, le Japon, si vous allez dans un supermarché au Japon, vous aurez le choix entre peut-être une dizaine de champignons différents. Ça va être utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires. C'était les premiers d'ailleurs à le cultiver il y a de ça plus de 1000 ans. Et donc là-bas, en fait, c'est pas du tout un problème, et c'est plus qu'accepté, c'est vraiment en demande. Ouais. Et après, quand on se rapproche de l'Europe, ou là, si on prend la France par exemple, la majorité des pays ont quand même ont une forte histoire chrétienne, et où en fait la consommation de champignons qui était à l'époque vue comme associée à des hérétiques ou à des sorcières, puisqu'il y en avait certains de ces champignons, notamment les espèces psilocybes, qui pouvaient donner des visions. Et donc le mélange de cette perception plus le fait que il y ait eu bien sûr des histoires liées à la consommation de champignons dits empoisonnés, on fait que ils sont moins bien perçus, ou perçus avec plus d'appréhension dans les cultures occidentales. Et je dis pas dans tous les pays d'Europe, puisque par exemple en Russie, dans les pays du nord de l'Europe, ils font beaucoup plus partie de la culture. Le fait d'aller à la cueillette, c'est vraiment traditionnel. C'est ancré dans les mœurs. Mais en France, en tout cas, sur des produits alimentaires, en effet, je pense qu'il y a un énorme travail d'éducation à faire. Et surtout si l'objectif, c'est de remplacer des protéines animales, par exemple. On a déjà essayé de le faire avec des plantes, avec des burgers à base de plantes de soja et toute une panoplie d'autres produits dits vegan ou végétariens.
en fait, aujourd'hui, les produits vegan et végétariens, ils sont un peu en perte de vitesse même dans les grandes surfaces en termes de part de marché. Parce qu'il y a un énorme travail d'éducation à faire sur les bienfaits, sur le goût aussi. Bon, là, c'est super intéressant. Encore une fois, je vous invite à regarder par exemple, ce que fait une boîte anglaise qui s'appelle Adamo Foods, qui développe des steaks à base de mycélium, et on parle d'une seule unité steak produite à base d'un champignon en fait. Donc on a un steak à base d'une seule caractéristique, d'une seule matière qui ressemble à un steak et qui va avoir des goûts qui se rapprochent aussi de la viande. De la viande. Mais bon, beaucoup de travail d'éducation à faire. Après, et donc ça, c'est sur l'alimentaire, mais sur, tu vois, le packaging, est-ce que avoir un packaging à base de champignons, je pense presque du dégoût, en fait, tu vois, moi, En fait, je pense que si on vous met un packaging à base de champignons dans les mains, quelque chose qui a été produit à échelle, par exemple par Magical Mushrooms ou Ecovative ou une boîte française, pour en citer une, Embellium, du sud de la France, vous allez pas du tout savoir que ce packaging il a été fait à base de champignons, puisque il ressemble en rien à un champignon. C'est en fait un mélange généralement de résidus agricoles qui sont en fait collés grâce au mycélium et après qui va être séché dans des moules généralement. Et donc au contraire, je pense que dans une démarche qui est de manière croissante plus verte du consommateur français, si on lui dit que ce packaging, cet emballage, il lui suffit de le jeter soit dans son compost, soit dans ses plates-bandes, et qu'au bout de 30 jours, il sera absorbé par la terre. Je pense que la démarche éducative, elle est beaucoup plus facile à faire. Et au contraire, si on arrive à mettre ce produit dans les rayons à un coût compétitif, ce sera un argument de vente pour les producteurs. Et donc, de la même manière, si on parle des acteurs de l'industrie, si on propose aux grands groupes qui inondent les supermarchés de leurs produits remplis de plastique, dont 9% sont recyclés aujourd'hui mondialement, si on leur propose des solutions d'emballage verts, biodégradables, avec des empreintes scope 2, scope 3 moins, bien meilleures en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je pense que elles vont pas se poser longtemps la question si ça a pas d'impact négatif sur leur bilan en fin d'année, puisque ce sera un argument de vente en plus et à coût égal ou moindre. Et donc c'est vraiment cette composante sur laquelle il faut travailler, c'est comment on arrive à une compétitivité prix qui est cruciale en fait pour le développement de n'importe quelle innovation verte. C'était la même chose quand je travaillais chez Loop, donc solution de consigne où on remet la consigne au goût du jour dans des supermarchés sur des produits comme les Nutella, le shampoing, les boîtes de céréales. En fait, ok, si ça coûte pas moins cher pour le consommateur et ça coûte pas plus cher comme emballage pour le distributeur ou l'industriel. Ouais, mais ça c'est commun. Moi, ma réponse en général à ça, ou en tout cas mon commentaire, c'est pas propre aux innovations que tu divertes. N'importe quelle innovation produit, que ce soit quelque chose qui est plus néfaste pour la planète et pour les personnes et pour les animaux et quiconque, a besoin pour passer à échelle et être intéressant d'un point de vue économique, d'être moins cher que le reste. Donc en fait, comme toute innovation qui se développe, on a intérêt à un moment à ce qu'elle devienne d'un point de vue viabilité
économique intéressante, quoi. Absolument. Donc ça, c'est peut-être aussi un message à faire passer. C'est pas parce que c'est vert que ça coûtera plus cher. C'est juste parce que c'est en devenir et qu'on est encore à une phase de développement assez jeune, quoi. Bien sûr. L'exemple de l'ordinateur Oui. que Steve Jobs voulait rendre accessible et retrouver dans tous les ménages américains et au-delà, tout le monde se foutait de lui au début. Alors que Ouais. on est passé d'ordinateurs énormes et à prix exorbitant à aujourd'hui on en a tous un dans notre poche. Ouais, complètement. Et tu t'évoquais donc autre chose, mais t'as dit qu'on y reviendrait. Alors je vais y revenir. T'as parlé de la conservation. C'est aussi un terme qui apparaît sur votre site. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ça, sur la conservation? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation. L'innovation, c'est toujours plus attrayant, ça lève plus d'argent, ça fait plus parler de soi dans les médias. Mais la conservation, en fait, c'est tout aussi important, et notamment dans l'univers fongique, puisque l'univers fongique n'est pas reconnu en tant que tel dans les conversations de conservation, puisqu'on parle de la faune et la flore, mais on parle pas du royaume des champignons, alors qu'il est complètement distinct. Ouais. On est le royaume des animaux, le règne animal, est plus proche du règne fongique que du règne des plantes. On a 50% de l'ADN humain et se rapproche de celui des champignons. Incroyable. Et donc on a une ONG qui s'appelle Fungi Foundation, qui est basée au Chili, qui travaille et qui fait un grand travail de législation, on va dire, et d'influence pour faire intégrer ce qu'on appelle funga, puisqu'on parle de flora, fauna en anglais. Donc là, c'est le concept de funga qui parlerait en fait de tout ce règne fongique et qui vient d'être accepté et reconnu notamment par National Geographic, qui est quand même une instance qui a beaucoup d'influence à l'international sur ce que vont faire après des organismes publics qui en fait vont après débloquer des fonds pour telle ou telle initiative de conservation. Ouais. On parle de perte de diversité animale, perte de diversité au niveau des plantes potentielles. C'est la même chose au niveau des champignons. J'étais sur l'île d'Hawaï au mois de décembre de l'année dernière, et en fait sur l'île d'Hawaï, de par l'historique de beaucoup de colons qui sont installés sur l'île d'Hawaï, et aujourd'hui c'est très difficile de retrouver en pleine nature des espèces endémiques de champignons sur l'île d'Hawaï, parce que elles ont été colonisées par des espèces qui viennent qui ont été emmenées avec des spores qui se collaient et qui se baladaient avec les colons qui l'ont colonisé. Et donc avec chaque perte d'espèces fongiques, on a aussi potentiellement une perte d'un remède à une maladie qui fait des ravages, ou d'une solution potentielle pour développer des nouveaux biofuels. Et donc en fait, je trouve très important de autant parler de conservation que d'innovation. Et je pense que c'est une démarche qu'on devrait appliquer plus largement dans les conversations et les débats qui se font autour de cette transition vers une économie plus verte. Oui, il n'y a pas d'innovation sans conservation de toutes les manières. Innover à partir d'une espèce qui disparaît, c'est quand même difficile. Ouais, absolument. Peut-être avant d'en venir, comme tu le sais, on finit toujours ce podcast par une projection dans le futur et un retour dans le passé. Avant d'en venir à cette petite projection, j'aurais aimé que tu nous partages l'innovation la plus folle que tu aies documentée. Ouais, il y en a une sacrée panoplie.
Le choix est difficile. Voilà, je t'avais effectivement préféré t'envoyer les questions parce que je savais que celle-ci serait difficile à répondre. Écoute, c'est peut-être parce que j'ai bossé dans les technologies que celle-là me tient à cœur, mais l'université de Bristol travaille actuellement sur des substrats électroniques, donc avec certaines souches de champignons, je crois que c'est du Ganoderma, pour remplacer des circuits imprimés sur des plaques en plastique qui sont normalement en fait faites à base de minéraux et de métaux rares et super difficiles à recycler. Donc l'idée ici, c'est de créer des substrats qui gardent les caractéristiques du plastique tout en étant biodégradables et qui vont aller utiliser en fait certaines caractéristiques de cette souche de champignons à transmettre du courant électrique et donc potentiellement des données et pour créer des circuits imprimés organiques plus que plastiques, puisqu'on sait que comme je le disais, ils sont super difficiles à recycler, qu'on rentre dans une ère, qu'on est déjà bien ancré dans une ère où la technologie est omniprésente, que ça soit dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre jardin. Et donc je trouve que celle-là est pas mal. Et sinon, je conseille à ceux qui sont intéressés par le sujet de faire un peu de recherche sur tout ce qui est en train de se faire, sur l'utilisation des champignons pour la conquête spatiale, puisque il y a des projets de la NASA qui travaillent sur en fait la construction de bases spatiales sur la Lune ou Mars en utilisant du mycélium, puisque le champignon, on peut le faire pousser avec pas grand-chose. C'est léger, donc beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à transporter, surtout quand on sait que je crois que transporter 1 kilo sur la base spatiale internationale, je crois que ça coûte plus de 50 000 euros. Donc tout ce qu'on peut faire pour alléger la note, nous accélérera notre exploration spatiale. Ok. Passionnant. Et si maintenant tu devais te projeter dans 20 ans, à savoir que là, à partir de ce que tu viens de nous dire, on se rend compte que, en gros, l'application de ces innovations des champignons, elle est infinie. Ceci étant dit, si on se projette dans une vingtaine d'années, et que tu en venais à rêver de notre vie en 2044 et de notre économie, quelle place, qu'est-ce que tu souhaiterais raconter en 2044 sur la place des champignons, du monde fongique, du royaume fongique dans notre économie? Je pense qu'au-delà de toutes les innovations que j'ai pu mentionner, on peut parler de design et donc de nous laisser guider davantage par la façon dont les champignons et d'ailleurs dont plein d'autres organismes dans le monde du vivant interagissent avec le monde du vivant pour pouvoir designer des produits qui vont rentrer dans une démarche d'économie circulaire. Et j'aime bien utiliser l'exemple que je pense certains de tes auditeurs connaîtront, du blob qui a été utilisé par une équipe de recherche japonaise qui a pu reproduire toute la map du métro de Tokyo en 24 heures, juste en suivant des campements alimentaires qui correspondaient aux villes japonaises aux alentours de Tokyo, où on mettait en fait des flocons d'avoine qui étaient plus ou moins gros selon la taille des villes. Et en 24 heures, le blob a cartographié le métro de Tokyo mieux que les équipes d'urbanisme ont dû le faire au cours de nombreux mois. Et donc pour moi, ça c'est un exemple incroyable sur ce que peuvent nous apprendre des organismes aussi résilients que les champignons sur
comment est-ce qu'on doit designer la société de demain, les produits qu'on va consommer. Et voilà. Donc, je trouve que il y a plein d'exemples. Ça touche presque tous les secteurs d'activité. Une des boîtes les plus récentes avec lesquelles j'ai parlé, c'est une boîte qui s'appelle VisiBuilt, qui est en train de développer une manière de remplacer le bitume, les solutions bitumènes à base de champignons. Donc, encore une fois, c'est vraiment des solutions pilotes, mais on est sur quelque chose qui vaut vraiment le coup d'y porter plus d'attention. Et donc, je ne peux que inviter ceux qui sont intéressés d'aller faire un tour sur MyCostories et je suis sûr qu'ils trouveront chaussures à leurs pieds. Donc, du coup, si je comprends bien, dans 20 ans, ce que tu aimerais, c'est que dès la phase de design, cette utilisation des champignons devienne, à l'instar du blob pour construire des métros ou que sais-je, devienne un réflexe et devienne plus présente. C'est un peu ça qu'on doit comprendre? Absolument. Au-delà de toutes les innovations que j'ai mentionnées, que j'espère certaines iront à maturité et qu'on retrouvera dans notre quotidien, j'espère aussi qu'on intégrera beaucoup plus de biomimétisme inspiré par les champignons, mais d'autres choses aussi, dans le design même de nos infrastructures et nos produits. Donc, le biomimétisme étant l'innovation inspirée du vivant? C'est bien ça. Et peut-être une dernière question qui va être maintenant un retour dans le passé, comme tu le sais. Ton aventure professionnelle, on l'a compris, elle n'était pas forcément concentrée sur le champignon. Ce livre, ça fait quelques années à peine que tu l'as lu, ce livre qui a un peu changé ta vie, dirions-nous, au moins ta carrière professionnelle. Il n'empêche que peut-être que maintenant, avec tout ce que tu as accumulé de connaissances, toute cette inspiration, toutes ces rencontres, peut-être tu aurais fait les choses différemment ou tu aurais pris une direction aussi différente. Donc, si tu te croisais au début de ton aventure professionnelle, il y a 15 ans, quels sont les conseils ou quels sont les savoirs que tu souhaiterais te transmettre aux Marc Violo d'il y a 15 ans? Eh ben, écoute, c'est une question que j'adore poser aux gens qui m'inspirent, aux gens aux personnes qui sont déjà en retraite. Et pour moi, ce serait de m'entourer plus que j'ai pu le faire de personnes qui m'inspirent énormément au boulot et au-delà, et de pas hésiter à demander, à être à la recherche d'un mentor potentiel. Généralement, les gens sont assez ouverts à l'idée d'échanger une demi-heure par mois ou plus ou moins régulièrement pour donner 2-3 tuyaux surtout sur des projets entrepreneuriaux, et de bien se poser la question, quel que soit l'environnement dans lequel on travaille, est-ce qu'on respecte les personnes qui travaillent au-dessus? Est-ce qu'on est inspiré par les personnes à qui on doit rendre des comptes? Et si c'est pas le cas, à mon avis, on n'est pas sur la bonne piste. Et la deuxième, qui est quelque chose que j'ai compris au milieu de ma carrière, c'est d'être plus dans l'action que la réflexion. Et de pas se poser 1000 questions, mais plutôt d'essayer de travailler sur 1000 projets et d'en planter et de s'investir au maximum sur des choses qui sont concrètes. Et ça peut être aussi simple que écrire un article, et ça peut être aussi complexe que monter une association sur un sujet qui passionne. Et en fait, ça permet, de développer des vraies compétences, et deux, d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, plus que moi, je pense ça. Et c'est plus facile de partager peut-être un projet que nos réflexions. Merci beaucoup, Marc. On va terminer sur ça. C'était super intéressant. J'ai beaucoup appris. Je suis assez surprise que 50% de notre ADN, on est 50% de notre ADN semblable partagé avec les champignons. Partagé avec les champignons.
Donc moi, c'est notamment ça que je vais retenir. Et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, j'essaierai en tout cas de partager les différents noms d'entreprises, de produits, de projets que tu as partagés tout au long de cette conversation dans le descriptif de l'épisode. Je souhaite une bonne continuation à Myco Stories, à toi évidemment, et surtout n'hésitez pas à contacter Marc pour investir dans des projets, pour développer vos projets, ou même si vous avez besoin de conseils au sein de votre entreprise pour conserver ou promouvoir une innovation en faveur du royaume Funga. Très bien. Et très bonne journée. À très vite. Merci à toi.